Ermitaire de la prison de Tulle, on n'a par jour qu'un bout de pain, Aussi dans ma pauvre cellule, je tourne en rond mourant de faim. Si je suis là, c'est par ma faute, car sur un gardien j'ai frappé, oui j'ai frappé, un jour que l'ordre de révolte était mitard ou liberté, et l'on s'en fout, Je serai Victor Hugo ou rien. Aux sont noirs dans le vent. Nous ne sommes rien, soyons tout. Ils sont rouges de notre sang. Ils sont rouges de notre sang. Par les mots et par les plaines, dans la neige et dans Descendez dans vos propres profondeurs. Cherchez-y la vérité. Inventez-la. Vous ne la trouverez nulle part ailleurs. À travers toute l'Ukraine se levaient nos partisans. Au printemps, les traités Grande amitié pour Karl Marx, ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Magnovtchine. Sauveur Dante Gatti, dit Armand Gatti, est né en 1924 à Monaco. Gatti est le fils de Laetitia Luzzona, femme de ménage, et d'Auguste Régnier Gatti, balayeur et anarchiste italien. Armand Gatti est aussi bien journaliste, homme de théâtre, résistant, déporté et anarchiste. Dans sa tumultueuse vie, il a croisé sur sa route les grands qui font une histoire du XXe siècle. Einstein, Mao, Castro, Ho Chi Minh, Malraux. Toujours en décalage, il intervient comme poète sur le terrain des historiens, comme cinéaste chez les biographes, mais il se veut surtout comme passeur d'histoire. Son œuvre est engagée et révolutionnaire. Son théâtre est celui de la lutte et de la rébellion. L'un des personnages de la pièce V comme Vietnam l'affirme. Il y a toujours chez l'homme quelque chose qui s'insurge. Les personnages de Gatti sont hantés par la défaite, par la répression du pouvoir, la haine et la violence. Votre rapport au langage, au verbe, à la langue, j'ai compris que c'était quelque chose de très important pour vous, notamment quand vous êtes arrivé en France, à l'école. Vous parlez de la langue comme d'une forme d'intégration. Je voudrais vous citer dans la parole errante, dans l'aventure de la parole errante, vous avez écrit, en parlant de votre enfance et de votre scolarité, je cite, « Au début, il fallait seulement que je sois plus fort que les Français sur leur propre terrain, donc la langue. C'est d'abord une histoire d'orthographe et de grammaire, puis tu te prends au jeu et cela te conduit au maquis. » J'aime bien cette phrase. Qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement? Parce que bon, moi je viens de Monaco. La principauté de Monaco est là, disons, les notions de langue, de ci, de là, étaient quelque chose, parce que, disons, c'était dans le milieu émigré, le côté intellectuel joue d'une autre façon, quoi. Et donc, moi, fils d'émigré, et face à une langue, j'avais, disons, la langue qu'on parlait à la maison, qui était le piémontais, et bon, la langue qu'on parlait dans la rue, qui était le monégasque, la langue à l'école, bon, qui était bon, le français, enfin, tel que etc. Enfin, et toutes ces... Je vivais dans tout ça, enfin, en même temps. Et ça l'une m'enrichissait de l'autre, etc.
Alors, il y avait le côté évidemment négatif, parce que le côté piémontais faisait que j'étais le salami. Ils sont condamnés à un langage humilié, à un langage de vaincu. Et ils ne peuvent pas en sortir. Ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent, ce qu'ils font, c'est toujours le même langage, etc. Or, je veux les mettre en haut. Je veux les mettre en haut. C'est ça leur subversion. Lorsque mon père était tué, ils ont fait une chanson là-bas à Monaco. Moi, c'était ramasser, balader papé, à camige de carton, ramasser l'embellinum. Voilà, balayeur, ramasser, balader papé, une balle de papier. Tu n'es condamné qu'à une chemise en carton parce que tu es un pauvre con. Voilà. Mais très vite, c'est en français que vous avez écrit. Vous n'avez jamais écrit en piémontais? Jamais. D'accord. C'est une langue que vous pourriez parler encore aujourd'hui ou pas tellement? Ben non, mais ça, à la maison, c'était comme ça. C'était, bon. Puis les rapports de famille, parce qu'il y avait, bon, on était... du côté de mon père, c'était Monaco, mais du côté de ma mère, c'était Marseille. Et ils ont fondé là-bas tout un clan, etc. Enfin, puis il fallait cette chose terrible. C'était ces Italiens-là qui ont fait la guerre de 14 sur le front français. Faut pas oublier que tous les morts... Donc il y a un rapport particulier à la France. Etc. Enfin, le papa anarchiste, mais il était pour Saint-François. Il défendait Saint-François, et pourquoi? Ouais, j'allais vous poser la question. C'est le saint des pauvres. D'accord. Parce que Saint-François, il apparaît plusieurs fois comme personnage dans vos pièces. Oui. Notamment dans la Passion du général Franco, je crois, il apparaît. Et je voulais justement vous poser la question, est-ce que c'est en référence uniquement à votre père ou est-ce que vous avez une sympathie particulière pour Saint-François? Non, mais ça faisait partie de la vie qu'on menait, parce que lorsqu'il y avait... Je me souviens toujours, enfin, ça m'a marqué, cette espèce de rapport avec la nature, enfin, qui se faisait, quoi. Et donc, on était pauvres, on n'avait pas toujours à manger, enfin, il y avait... et le père, évidemment, se battait là-dessus, là, pour qu'on ait... les pauvres... alors, c'était Saint-François. Ma mère qui elle était franciscaine. Ma mère. Ah, elle était franciscaine. Hein, sauf que c'était pas la même tendance. Non. Non. C'était Saint-Antoine même. Ah, Saint-Antoine, c'est celui des riches, disait mon père. Et ils étaient opposés, à tel point que mon père, en adoptant le François d'Assise, enfin, etc., appelait ma mère Staline, à cause de Saint-Antoine. Alors il demandait que le repas soit marqué. Et il n'y avait que ma mère qui pouvait donner la... Alors elle venait, elle faisait « Benedicite, benedictos tectua dona cosidetu elargitate sum sunturi, benedicat dextera Christi, Amen ». Et alors moi, la chose qui m'a le plus frappé, c'était pas du tout que ma mère se mette à parler latin brusquement. Enfin, c'était le fait qu'à ce moment-là, alors que le bol était vide, le chien se mettait à laper dedans. Ah, pour moi, c'est une des grandes révélations de ma vie, quoi. C'est à partir de là, de ce genre de rapport qu'il faut... Le pouvoir de la parole. Créer le monde, enfin. Au début, j'étais dans une école religieuse, enfin,
même si, parce que c'était la seule qui ne demandait pas d'argent. Alors, j'ai fait toute une série, enfin, tout un tas d'années comme ça, enfin, où quand même le côté religieux était très très important. Et il y avait mon père qui était anarchiste, et c'était lui qui, en quelque sorte, était l'homme dans toute la région, dans toute, pas simplement la principauté de Monaco, mais sur toutes les Alpes-Maritimes, qui représentait l'anarchie, quoi. Et alors, à partir de là, il y avait le monde se construisait à partir de tout ça, de tous ces éléments. S'il m'a mis dans un séminaire pour étudier, c'est parce que c'était le seul endroit où on ne payait pas. D'accord. Ah oui, c'était gratuit. Hein. C'était gratuit. Mon père, lorsqu'il m'a amené à l'école, j'étais chez les bonnes sœurs, quoi. Et alors, et lui, maintenant, va leur montrer ce que c'est faire le fils d'un anarchiste. Tu vois, il me lâchait comme ça, quoi. Et c'était dans son... Et bon, j'ai quitté d'ailleurs ce milieu-là. Ça vient du fait que j'avais marqué sur mon bureau, parce qu'on avait des bureaux à l'école, avec le couvercle qui se levait et qui se rabaissait, et on travaillait là-dessus. Peut-être que vous avez dû en connaître. Je vois ce que c'est, oui. Et alors, j'avais écrit à l'intérieur, là, comme ça, je serais Victor Hugo ou rien. D'accord, comme Hugo. Et sauf l'abbé Corbizier, je me souviens encore de son nom, l'abbé Corbizier, qui est rentré à ce moment-là, dans le machin, voit cette inscription et me fait foutre dehors. Voilà, et donc j'ai quitté à ce moment-là, et il se trouve que peu à peu ça a coïncidé avec disons, tout ce que représentait Hitler, et puis la guerre, et puis donc la résistance, et tout ce qui s'est mis, que j'étais obligé de construire, quoi. Mais je n'avais comme moyen, c'était le mot. Oui. Et je sentais, lorsque je vais parler de Victor Hugo, c'était pas gratuit, quoi. Tout demande toujours à être construit. Pour moi, ma vérité, c'est le verbe. Oui. Et là, je vieillis de plusieurs siècles. Ce sont nos ancêtres qui ont dit au commencement était le verbe, et le verbe était Dieu. Vous partez du principe, là, toute cette écriture, là, tout ça, hein, sur quoi elle repose? Sur le principe suivant. C'est qu'au départ, moi, Gatti, je suis ça. Et voilà. Un support, un livre, avec deux choses. D'un côté, les mots. Voilà, jusqu'ici, à peu près. Et de l'autre côté, les personnages. Là. Voilà. Et tout le livre, c'est ça. Et que font ces personnages et ces mots? Ils se cherchent un auteur. Et moi, tout ce qui a été construit, tout ce qui a été fait, tout que j'ai cherché à faire construire surtout par ceux qui n'ont rien, les enfants dans la rue, les machins, etc. C'est avec eux que je cherche... Ce que nous voulons prouver, c'est qu'un film, un long métrage de fiction, est faisable par tout le monde. Alors, nous voulons le prouver absolument parce que c'est un domaine interdit qui n'appartient qu'à une catégorie, la catégorie référentielle des margoulins. Et ça n'est jamais sorti de cette haute idéologie. Alors là-dessus, nous pensons que partant d'une population
ici, le cas ici, c'est Montbéliard, une population ouvrière, bon, qui a des préoccupations tout autres que celles de l'expression cinématographique, mais qui a quelque chose à dire. Nous partons de la motivation, et non pas de la technique d'acteur ou autre. Et alors, partant de là, nous pensons qu'il est possible de faire un film où le scénario est fait par la population, où le tournage, quel que soit le côté de la caméra, derrière ou devant, sera fait aussi par la population. J'aimerais vous poser une question un peu plus politique et un peu provocatrice, alors vous me répondrez comme vous voulez. On vous définit souvent comme anarchiste ou comme communiste libertaire, ce qui est peut-être plus exact, mais j'ai l'impression que dans l'histoire de l'anarchisme, il n'y en a pas beaucoup comme vous qui ont été aussi proches de ce que les anarchistes appellent des dictateurs. Mao, Castro, Kim Il-sung. Comment vous conjuguez le côté libertaire et le fait d'être ami avec des chefs d'État considérés plutôt comme autoritaires? Ben, ça dépend. D'abord, je n'ai pas été ami avec tous les chefs d'État, enfin, hein, il n'y a que quelques-uns, chefs d'État. Bon, il se trouve que leur histoire, leurs mots, leurs verbes, etc., se rapprochaient du mien. Hein, Mao Tse-tung, c'est venu parce que j'étais envoyé comme journaliste en Chine et Wang Chunxi a fait en sorte que ce qui était un Chinois qui était ici, disons, en France, que j'ai connu là, et Wang Chunxi fait que il m'a fait connaître Mao Tse-tung parce que Wang Chunxi était poète, il me considérait comme poète et c'était une rencontre de poètes. Et pour moi, Mao Tse-tung, c'est la poésie. C'est vrai, oui. Hein? Et alors, d'ailleurs, là-haut, tu vois, oui. En noir et blanc. Là, oui, je vois. Un poème de Mao Tse-tung. Avec sa calligraphie. Hein. Et ça vient du fait que ce poème, je l'ai eu en quelque sorte, parce que Mao Tse-tung, lorsqu'il m'a reçu, il m'a fait tout de suite comprendre que ma langue et la sienne, il fallait un compagnonnage. Et le chinois et ce qu'il appelait les langues occidentales ne sont pas du tout du même... Et alors, là-dessus, j'ai été envoyé, moi, du Parisien libéré. Alors, je dis, bon, j'ai compris. Je repars puisque on n'a pas la même langue, j'ai rien à faire ici, quoi. Alors, mais non, il faut que vous soyez mis au contact, etc. Et il m'a fait faire la longue marche qu'il venait de faire, lui. Et il m'a mis Wang Chunxi, le poète, il m'a mis Wang Chunxi, parce que c'était lui qui nous avait fait connaître, mais mis ensemble. Et en disant, il faut lui organiser quelque chose qui puisse entrer à l'intérieur de notre langage. Et il lui a dit qu'il n'y a qu'une seule chose, fais la longue marche que nous venons de faire, et fais-lui faire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au fin fond de la Chine, avec Wang Chunxi, et puis alors, surtout, vous voyez la chinoise, là. Oui. Li Hua. Enfin, j'ai appris les mots de chinois la nuit avec elle. C'était formidable. J'imagine, oui. Elle est encore là, c'est elle qui est au centre de tout. Alors, le côté amoureux, le côté qui m'a poussé vers une espèce un peu de culte de la femme chinoise, mais ça, d'autres portent d'autres cultes, mais moi c'est celui-là. J'ai fait cette longue marche avec Wang Chunxi,
avec Li Hua, avec tout un tas de... bon, il y avait il y a eu un photographe pendant tout un temps, il y avait, etc. J'ai fait... Et puis je traversais les pays, je voyais... Alors arrive un pays, un village, enfin, c'était pas... Et alors, où il y a une femme qui commence à crier dans le pays, etc. Et alors j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle criait, alors j'ai dit, il faut faire quelque chose. Enfin, j'ai plus rien à faire ici. Si je ne trouve pas la solution aux pleurs de cette femme, enfin, parce que c'est parce que je suis avec les amis de Mao Tse-tung qu'elle crie comme ça, enfin, parce que on me dit non, c'est autre chose. Mao Tse-tung a connu la même chose lorsqu'il avait sa marche. C'est pour ça qu'il vous dit de faire sa longue marche, parce que vous rencontrerez les mêmes personnages que lui. Et là, la femme, effectivement, pourquoi elle criait? Parce que son fils avait été tué par le Kuomintang, etc. Et elle criait. Et Mao Tse-tung, apprenant la chose, arrête la longue marche, lui, lorsqu'il la faisait. Et cette femme qui pleurait, et dont le fils avait été tué, arrête et passe la nuit, et il fait un poème. Il fait un poème. Wo Che Tiao Yang Yun She Liu Ji Mo Chang Na... Enfin bon, je sais pas. C'était le poème qu'il avait fait en réponse à la femme. Alors ça commence d'ailleurs. J'ai perdu mon beau peuplier. Et vous, votre saule. Alors toutes les femmes ont un nom d'arbre en Chine. Et c'est précieux. Est-ce que c'est de cet épisode dont vous vous êtes inspiré pour écrire Un homme seul, où quand la femme du héros meurt assassinée par le Kuomintang, il va justement planter un saule, je crois, pour le souvenir. D'accord. Hein. C'est exactement ça. Ah non, mais j'ai été fidèle à ça. Je l'ai même affiché là. Parce que c'est interdit en France. Ça, lorsque j'ai essayé de le sortir, le poème, on me l'a interdit. Ça a été fait en Belgique. D'accord. Ouais. Et pour ça que des pays comme la Suisse, pour moi, sont très, très importants. D'accord. Très, très importants, quoi. Parce que c'est toujours pour moi un refuge lorsque les choses ne vont pas. Ces voyages en Chine vous ont amené aussi à un moment donné, et c'était le sens de ma question, en Corée du Nord, pour le tournage d'un film. Oui. C'est quand même assez particulier de voir un anarchiste aller tourner un film plus ou moins mandaté par le gouvernement Kim Il-sung. Plus ou moins. Plus ou moins. Bon, il y avait évidemment l'acceptation des Coréens, quoi, parce que moi j'avais mon contexte ici, et la femme me téléphone là-bas en Chine, veut savoir que le Parisien libéré me fout à la porte. Ah oui. Parce qu'ils ont découvert qu'au lieu de faire mon travail de journaliste au Parisien, je faisais le con en Chine, là-bas, etc. Et moi, j'étais obligé... les enfants. Bien sûr. Et la nourriture, s'ils étaient foutus à la porte. Il n'y avait plus d'argent. Alors, j'ai dû m'arranger pour qu'on finisse le film que j'avais déjà commencé. Mais, disons, commencer comment? C'était à la suite de Kim Il-sung et
Mao Tse-tung qui s'étaient rencontrés, ils avaient parlé de cinéma, et Mao Tse-tung m'a fait aller en Corée. Je voulais mon chien, et le personnel refuse que j'ai un chien. Ah bon? De l'hôtel. Hein. Et c'est Kim Il-sung lui-même, le chef d'État, qui est intervenu pour que je puisse avoir le chien, enfin. Ah bon? Et en sortant des arguments politiques. C'est des détails comme ça, enfin, des petites histoires comme ça, qui font l'histoire. Puis il y avait là aussi là, les femmes. Les coréennes, une coréenne merveilleuse. Et j'ai fait le film avec elle. Bah, ce film, Morambong, est aujourd'hui un film très rare. Moi j'ai beaucoup lu, mais je ne l'ai jamais vu parce qu'il est très difficile à trouver, même sur Internet. J'espère qu'un jour il ressortira en DVD. Il a dû y en avoir, tout dépend. Enfin, des copies. Non, mais je vais en faire une pour vous. Bon. Les hommes de votre génération ont tout connu. La fin de l'Empire, le passage à l'époque moderne, une occupation interminable, puis maintenant la guerre. Toute cette dévastation. Rien ne peut punir à bout d'un peuple qui a décidé de ne pas mourir. Concernant alors, votre œuvre théâtrale et poétique, ce qui me frappe toujours, c'est qu'on parle souvent des événements de l'histoire révolutionnaire du XXe siècle, mais qui font toujours écho aux traditions populaires les plus ancestrales, que ce soit chinoises, vietnamiennes, guatémaltèques. Il y a un côté révolutionnaire et à la fois un côté archaïque et éternel. Quand vous parlez de la lutte des Guatémaltèques, que vous avez bien connue, oui. Vous parlez à la fois des révolutionnaires indiens et des anciens Mayas. Quand vous parlez de la Chine, vous parlez à la fois de la Chine rouge et à la fois de la Chine antique. Et tout le monde se retrouve. C'est-à-dire, voilà, vous célébrez la révolution, mais aussi les cultures ancestrales. D'ailleurs, comme vous jouez beaucoup avec le temps, les fantômes, les époques, il y a toujours ce mélange-là. Donc vous n'êtes pas pour la table rase, contrairement à Mao Tse-tung. Et il peut y avoir d'amour que envers leur histoire, ce qu'ils sont, enfin comment bon, et alors évidemment comme les empereurs de Chine étaient tous des dictateurs, mais au contraire je cherche dans dans ce qui a construit l'histoire de la Chine, etc. Enfin, ma vérité. Ces révolutions du monde entier, il y a quand même une sympathie pour les révolutions vaincues, qui est plus héroïque peut-être parce qu'elles sont mortes à l'état d'innocence, à l'exception bien sûr de la résistance française qui a triomphé. Mais sinon, et de la chinoise aussi, mais sinon il y a beaucoup quand même de révolutions vaincues dans vos souvenirs et dans votre théâtre. Oui, mais c'est pas, j'allais dire, c'est pas que je choisisse les vaincus, c'est que seuls ces vaincus-là me concernent, les autres, c'est... bon. Comme la Commune, par exemple, vous avez pas mal écrit sur la Commune, oui. un scénario de film, donc il y a vraiment une sympathie pour ce type de révolution-là. Et oui. Il pleut sur un théâtre vide. Voilà. Alors, c'est quoi? Sur un théâtre vide, bon, ça... Bon, faut qu'on le dise. Alors là, il y a eu quand même la chose, c'est que ces gouttes de pluie sur le toit, qu'est-ce qu'elle disait? Ces gouttes de pluie sur le toit avaient toutes, chacune, moi, le nom d'un marin de Kronstadt. Alors ils sont là, ces
le rapport aux morts est très fort, je trouve, dans votre théâtre. Non seulement parce que vous dialoguez en permanence avec les morts, ceux de votre histoire, oui, qui oui. d'ailleurs sont souvent morts aussi très jeunes et il y a très longtemps, et qu'ils apparaissent souvent comme personnages à l'état de fantômes. Moi, j'ai relu récemment vos pièces, il y a quand même beaucoup de fantômes qui côtoient les vivants. Et il y a une chose à la base qui intervient tout le temps dans mes choix, c'est Nicole Gompers. Nicole Gompers, elle a été tuée, elle était à Monaco, fille du plus grand bijoutier de Monaco, et moi j'étais fils du balayeur, ce qui fait que du point de vue de la lutte de classe, c'était exclu. Mais il y avait eu quelque chose d'autre. Et sous l'occupation, là j'étais tout jeune, et là-dessus, à un moment donné, il faut bien que tu racontes tout ce qu'on est en train de vivre. Hein? Tu vis la même chose que moi, juive. Uniquement par choix, par envie d'être dans la résistance. Bon. Et tout ce qu'on subit là, en ce moment, il faut que tu puisses le raconter aux copains du lycée, lorsque tu reviendras du lycée de Monaco. Et j'ai promis à Nicole, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, quoi. Mais Nicole, elle a été tuée à Birkenau. Enfin, elle a été dans la chambre à gaz. Tout mon maquis était inspiré un peu par Nicole. Et donc, j'avais mis 2 inscriptions. Lorsque j'ai appris sa mort, enfin, une c'était une citation: prolétaires de tous les pays, descendez dans vos propres profondeurs, cherchez-y la vérité, inventez-la, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Makhno. Nestor Makhno, alors lui qui, avec la Makhnovtchina, a écrit dans une chevauchée fantastique l'histoire d'une des plus rares révolutions, celle qui est partie de la commune libertaire d'Ukraine. Et lui qui en même temps, au cours des dernières années de sa vie, s'est trouvé donc en exil à Paris et a commencé dans un déclin pathétique à jouer aux courses, sans doute fasciné par les chevaux avec lesquels il avait écrit toute sa lutte et qui jouaient les subsides que ses amis lui versaient. Et c'est ainsi que par le jeu de l'histoire, le tiercé devient un lieu derrière ces chiffres, derrière ces résultats. Ici a été incinéré l'homme de la Makhnovtchina, dont le dernier appel à l'histoire fut: prolétaires du monde entier, descendez dans vos propres profondeurs, cherchez la vérité, créez-la, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. C'est là, dans ce tiercé, dans ces lieux de tiercé, que va mourir une part de nous-mêmes chaque fois, une part que nous n'avons pas résolue, mais qui fera demain l'homme plus grand que l'homme. Et puis la citation, le cri de Nicole, qu'elle a poussé, lorsque devant la chambre à gaz, lorsqu'on les a poussés dans la chambre à gaz à Birkenau, elle a crié: nous ne sommes rien, soyons tout. Et c'est comme ça qu'elle était. Et ça, alors il y a Makhno et il y a Nicole Gompers qui sont là et qui ont fait toute la fin de mon maquis.
et qui ont continué après. Et de ce jour, vous vous êtes senti un rôle de témoin, étant donné que vous avez traversé de nombreux épisodes de l'histoire du XXe siècle assez mouvementés sur tous les continents, que vous en êtes toujours réchappé, ce qui est déjà pas mal, et que donc, depuis, vous écrivez, vous en parlez, et il y a vraiment un rôle de témoignage. Oui. Ben, ça c'est mon père, ce qu'il m'a laissé, quoi. Hein? Lui... Parce que, justement, votre père, dans la pièce La vie imaginaire de l'éboueur Auguste G., vous imaginez un dialogue entre lui et vous, parce que j'imagine que le personnage de Christian qui fait du cinéma, ben c'est vous quand même. Oui. Et puis donc Christian, donc vous, jeune, et vous lui dites à votre père, tu vieillis, ça fait 10 ans que tu racontes ton histoire, elle a tellement changé qu'on ne saura jamais ce qu'elle a été, et lui répond, c'est parce qu'elle est importante qu'elle change tellement, cette histoire, elle vit en moi, c'est pour cela qu'elle n'est jamais la même. Vous vous retrouvez un peu aujourd'hui dans le rôle de votre père, hein, comme témoin. Oui, non, mais ça, au contraire, merci de me le rappeler. Merci. Vous avez parlé de Nicole, et à peu près à la même époque, il y a un autre jeune martyr que vous n'avez pas connu personnellement, mais qui vous accompagne parce qu'il avait beaucoup de points communs avec vous, c'est Roger Rouxel. Oui. Et vous écrivez, j'aime bien cette phrase, c'est dans comment ça s'appelle, la première lettre, frère d'un jugement de tribunal militaire, demain le monde va s'appauvrir de notre façon de le regarder. Ce qui est aussi un souvenir de votre condamnation à mort, sauf que vous y avez échappé. Oui. Et là, je suis parti de quelqu'un qui avait le même âge que moi lorsqu'il a été fusillé. Et j'aurais pu être à sa place. Je ne l'ai pas été, mais j'aurais pu être à sa place. Et ce fusillé revenant dans son pays, là, en France, et brusquement posant la question de ce pourquoi il était mort, de ce combat qu'il avait conduit là, posant cette question, c'était une façon indirecte de la poser. Non pas que ce fût moi, Roger Rouxel, mais ça aurait pu être moi. Et en tous les cas, les réponses que Roger Rouxel a reçues, c'était les réponses que j'étais venu chercher. Moi, toute ma résistance, c'est Roger Rouxel, quoi. Vous avez un peu l'impression que c'est votre double qui n'a pas eu de chance. Il était né en même temps à la même date que moi. Oui. Et il a été fusillé ici, enfin. Et pour moi, alors que j'étais condamné, moi je m'en suis sorti, enfin. Pourquoi savoir, enfin. Vous pensiez que c'était grâce à votre jeune âge? Parce que lui aussi était jeune. Hein. On était tous là, tous les condamnés. Un soir, on nous a... on était 8, comme ça, à la condamnation, quoi. Et puis un matin, on est venu nous chercher. On a dit, ça y est, et puis, on nous a mis dans un camp, quoi. Et il y avait le colonel qui commandait l'unité, qui faisait les 100 pas, comme ça, hein, sur la route, là où il y avait tous les camions qui avaient amené l'armée. Il était en train de marcher. Là, il voit, hein, j'arrive comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu allais foutre dans le maquis, toi? Hein? Qu'est-ce que tu allais foutre? Et à ce moment-là, et ça a commencé tout à l'heure, il y a un oiseau, il est sur la pendule d'ailleurs. Bon, il y a un oiseau là-bas en Corée, hein, qui vient et qui se met à chanter. Pour moi, c'était les arbres qui m'apportaient leur solidarité. Et alors je réponds tout de suite au commandant là. Hein, et lui, qu'est-ce qu'il y fout?
que répondre. Et alors finalement, la réponse avec l'oiseau qui chantait, m'est venue. Alors, je me suis levé, et là, j'ai répondu qu'est-ce que je fous dans le maquis? Faire tomber Dieu dans le temps. À cette époque, justement, il y a un épisode de votre vie qui est assez extraordinaire, parce que moi, quand j'ai lu ça, j'avais l'impression de lire un roman de Jules Verne. C'est quand vous allez travailler, prisonnier des nazis, aux cloches sous-marines de la mer Baltique, dans la construction d'un monde concave. J'avoue que j'avais jamais entendu parler de cet épisode historique. Qu'est-ce que c'est que ce monde sous la mer? Sous la mer, non, mais il y avait, et c'était la guerre. Et disons que à ce moment-là, bon, avec il y avait l'Angleterre, enfin, etc., et puis les États-Unis qui s'en sont mêlés. Et en Allemagne, ils attendaient tous le débarquement. C'était les États-Unis, etc., et l'Angleterre, enfin bon, qui allaient débarquer d'un jour à l'autre, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu l'idée allemande, comme ça, qu'il a eu, j'en sais rien, hein, mais toujours est-il qu'à un moment donné, on s'est mis à construire pour prévoir le débarquement et l'empêcher, à construire des camps de travail sous la mer. De façon à surprendre, etc., d'avoir une base pour les sous-marins, d'avoir une base pour, etc., et qu'en cas d'attaque, ils puissent être là, défendre. Alors c'était évidemment de chaque ville qui donnait sur la mer. Moi ça a été Hambourg. Et j'ai commencé d'ailleurs à construire, mais le livre... il a été édité et puis ça a disparu brusquement, où je raconte la construction du camp à Bordeaux. Mais ces camps étaient vraiment viables ou c'était une utopie industrielle? Parce que ça me paraît très compliqué. Au départ, c'était le fait d'avoir un côté, pour les Allemands, enfin, un côté français dans les gens qui construiraient leur victoire, enfin. Donc les camps. Il n'y a pas que les Juifs. Ça a été les Juifs, mais il y a les Français, et puis quelques autres pays européens dans lesquels ils sont entrés, quoi. Et de ces cloches sous-marines, vous avez malgré tout réussi à vous échapper à un moment donné? Eh oui, on sortait de temps en temps. De temps en temps, on n'était pas simplement à perpétuité, enfin, dans la construction, qui d'ailleurs sortait, et puis il y avait un puits, on descendait dans le puits, puis on a créé tout le terrain et tout le machin là. Enfin, l'occasion qui m'a été donnée, c'est le bombardement, mais alors là, assassin, des Anglais et des Américains sur tous les grands ports. C'était la réponse à nos camps. Et puis ça a été... c'était terrible, enfin. C'était terrible. Et alors, du coup, il n'y a pas seulement le camp qui bombardait, mais toute la ville. D'ailleurs, on appelle cette période-là... le Hiroshima, même les historiens encore aujourd'hui appellent le Hiroshima européen, quoi. Mais bon, ça a été un massacre. Et moi, c'est à ce moment-là, c'est le moment. Et profiter du désordre. Oui, non, mais là, on sortait avec les machins, les SS n'ont rencontré que les cadavres, et depuis, ils n'allaient pas s'occuper
pour se faire tuer aussi. Enfin, il faut se foutre le camp. Et moi, j'ai pu, comme ça, peu à peu, parce que je l'ai fait à pied, mon invasion d'Allemagne, et traversé toute la Belgique. Hein. Le malheur, c'est qu'avec cette méthode-là, j'ai complètement raté la Corrèze. Ah, vous n'étiez pas dans la bonne direction. Hein. Et non. Et alors, il y avait un auteur allemand, Hölderlin, qui avait fait ce trajet-là. Vous avez parlé à la fois des questions de mort, d'exécution, de déportation et de prison. Et le thème de la prison revient souvent. Par exemple, dans la Passion en rouge et... C'est quoi, en violet et rouge? J'ai oublié le nom de la pièce. La Passion du général Franco. Violet, jaune et rouge. Ah oui, c'est le drapeau. En violet, jaune et rouge, un personnage qui s'appelle Joachim dit « Qui, dans ce siècle, n'a pas été en prison, n'a pas existé ». Et dans une autre pièce, La moitié du ciel et nous, un personnage dit « Si vous passez devant une prison, n'hésitez pas à saluer, car c'est là que, toujours, s'est bâti le monde de demain. » On retrouve Blanqui, enfin tous les... Au mitard de la prison de Tulle, on n'a par jour qu'un bout de pain, Aussi dans ma pauvre cellule, je tourne en rond mourant de faim. Si je suis là, c'est par ma faute, car sur un gardien j'ai frappé, oui j'ai frappé, un jour que l'ordre de révolte était mitard ou liberté, et l'on s'en fout, en marchant sur la route. Souviens-toi, oui, souviens-toi, les anciens l'ont fait sans doute. Avant toi, bien avant toi. Ça, c'est ce qui avait été rajouté après. C'est la chanson de parachutiste qui s'est collée à la chanson de la prison. Après une chute libre, tu auras cessé de vivre. En torche dans l'atmosphère, tu tomberas comme une pierre. Et après tout, qu'est-ce que ça fout? Et on s'en fout, la, en passant par la portière. Parachutiste, souviens-toi, oui, souviens-toi, qu'un jour il pourrait se faire. Malgré toi, oui, malgré toi, la, qu'après une chute libre, tu auras cessé de vivre, entorché dans l'atmosphère, tu tomberas comme une pierre. Je suis entièrement fracassé. Et bon, les pieds pour marcher, etc. Oui. Et tout ça vient du fait que j'étais parachutiste en Angleterre. Oui. Et que, disons que c'est là, lorsque j'étais parachutiste, qu'il y a eu une chute où le parachute ne s'est pas ouvert. Et ce qui m'a sauvé, c'est la forêt, parce que je suis tombé sur une forêt, tout fracassé, tout ça, mais moi je suis resté presque un an à l'hôpital. Parce que vous m'aviez dit l'an passé que c'était récemment que cette blessure s'était réveillée après des décennies. Ça s'est réveillé. Hein? Et alors, c'est un peu... je subis, quoi. Alors, en me disant que je vais vers la centaine et que il faut bien mourir un jour, et puis bon... Je le prends comme ça, quoi. Je vais vous poser en fait la même question que vous avez posée jadis à Marlène Dietrich. Qu'est-ce que vous pensez des chats? Oui. Eh bien, les chats... Qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'aime beaucoup. J'ai fait tout... Ça, c'est après, lorsque je suis devenu dompteur. Oui. Oui, parce que là, j'ai... Mais ça, c'était des gros chats, quand même. C'était autre chose. Ah oui, les tigres, oui. Les tigres. Mais j'ai eu des rapports formidables avec
et surtout une panthère, enfin, qui était tombée amoureuse de moi. Ah, c'est fou, hein. C'est la femme fatale. Là. Parce que c'est surtout qu'elle plantait. Enfin, mais j'ai tenu le coup là, ici quand même, le côté animal. Enfin. Et vous avez toujours eu des chats comme celle-là? Toujours. Chien. Le chien tient une place. Je vais finir là-dessus. Pourquoi est-ce que vous aviez posé cette question à Marlène Dietrich? Et cette unique question sur les chats, le jour où vous l'avez rencontrée pour Paris Match? Et parce qu'elle était à Monaco, et il y a un côté sentimental qui a joué, enfin, qu'elle apportait une certaine sympathie. Et je voulais transformer cette sympathie en quelque chose de plus, quoi. Mais elle n'a pas réagi comme vous vous y attendiez. Et non. Ça, c'était il y a bien longtemps. Et aujourd'hui, je me permets de montrer ceci à la caméra, puisque le jour où j'arrive complètement par hasard, vous venez de recevoir la Légion d'honneur, le titre de grand chancelier de l'Ordre national. Ouais. Oui, c'est quoi, pour l'ensemble de votre œuvre? Oui. Ah ben c'est un beau couronnement, enfin, couronnement, le travail continue. Non, c'est un plaisir, quoi. Oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. Non, mais considérez-vous chez vous, et que lorsque vous avez envie de passer, vous passez. De toute façon, l'univers n'est qu'une idée, et tous les êtres, une forêt d'idéogrammes. Tout le reste n'est qu'une anecdote. Ceux qui ont été les mots de 4 chats, mots souvent rendus inaptes par la déchirure solaire dans laquelle ils tentent de s'écrire, mots dits de la lisière, bien qu'ils soient au centre, tiennent à dire qu'ils ont rempli les écritures de cette époque. Ainsi, en tenue de maquisards, ont commencé à s'écrire nos guerres de libération, aussitôt interrompues par la garde prétorienne de Pétain, le départ en train vers l'Allemagne et le silence qui nous a regroupés autour du matricule concentrationnaire, les livres et nos frères Michaud, Gramsci, Schwanze ont été brûlés par ceux qui avaient encerclé la forêt de la Berbérole. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her. Drum links, 2, 3, drum links, 2, 3, wo dein Platz genossen ist. Weil ich ein Jahr weiter einmeinst und weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat der Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich kein